Qui a droit à quoi? Dans ces trois situations, une intelligence artificielle applique une définition. La question que je pose depuis 2 ans est simple et presque personne ne la pose. Qui a écrit cette définition? Le système travaille vite, à grande échelle et sans doute mieux qu'un comité humain un vendredi soir. Jusque-là, tout va bien. La banque a acheté un outil, elle a aussi importé une définition. Et elle ne le sait pas. Une banque décide de vous accorder un crédit. Un hôpital décide de qui passe en premier. Une administration décide de qui a droit à quoi. Dans ces trois situations, une intelligence artificielle applique une définition. La question que je pose depuis 2 ans est simple et presque personne ne la pose. Qui a écrit cette définition? Je m'appelle Béatrice Audin-Lamy, je suis chercheuse indépendante et en 8 minutes, je vais vous expliquer la souveraineté cognitive. Prenons la banque. Elle installe un système qui apprend à distinguer un dossier solide d'un dossier risqué. Le système travaille vite, à grande échelle et sans doute mieux qu'un comité humain un vendredi soir. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, arrêtez-vous sur un mot, solide. Personne dans cette banque n'a écrit la définition de solide. Elle est arrivée avec le modèle. Elle vient d'un corpus d'entraînement, d'un référentiel d'évaluation, d'un jeu de critères conçus ailleurs par d'autres pour d'autres réalités. La banque a acheté un outil, elle a aussi importé une définition. Et elle ne le sait pas. Quand on parle de souveraineté numérique, on mélange 3 questions très différentes. Première question, où sont stockées nos données? C'est la souveraineté des données. Deuxième question, qui possède les serveurs, les puces, les modèles? C'est la souveraineté technologique. Ces 2 questions sont mesurées partout dans le monde, il y a des index, des rapports, des sommets. Troisième question, qui écrit les définitions que la machine applique? Celle-là, c'est la souveraineté cognitive. Et elle n'est mesurée nulle part. Voilà la définition que je propose. La souveraineté cognitive, c'est la capacité d'une communauté politique à produire, valider et décider de ses propres concepts, de ses propres normes, de ses propres catégories, pas seulement à se protéger de celles des autres. En anglais, je la résume en 2 phrases. Data sovereignty secures the resource. Cognitive sovereignty secures the frame. La souveraineté des données sécurise la ressource. La souveraineté cognitive sécurise le cadre. Cette distinction n'est pas une nuance de vocabulaire. Ce sont 2 régimes de pouvoir. La souveraineté de protection consiste à se défendre contre un système conçu ailleurs. Elle est réglementaire, réactive, défensive. On y hérite de la norme. La souveraineté cognitive consiste à décider de ce que le système doit tenir pour juste, pour pertinent, pour risqué. Elle est épistémique, proactive, politique. On y écrit la norme. Un pays peut être parfaitement protégé et totalement dépendant. Le bouclier ne donne pas la plume. Je vais maintenant vous montrer 3 choses que j'ai vérifiées moi-même sur pièce. Le Global Index on Responsible AI est l'instrument de mesure le plus complet dont dispose la gouvernance mondiale de l'IA. 68 000 points de données, 135 pays, une centaine de pages. J'en ai fait une lecture mot à mot. Le mot infrastructure y apparaît 18 fois. Data center 14 fois. Le mot souveraineté, une seule fois. Et c'est pour saluer la souveraineté des données du peuple maori, reconnu, jamais mesuré. Les mots cognitive et épistémique, 0 occurrence. Pas une seule fois en 100 pages. Deuxième vérification, et elle est plus troublante que la première. Depuis la précédente édition de cet index, la couverture thématique des cadres réglementaires a bondi de 83% dans le sud global contre 35% au nord. Sur le papier, c'est un rattrapage spectaculaire. Le Sud a fourni 203 des 306 nouveaux cas d'indicateurs. Regardons maintenant ce qui a force de loi. 88% des gains d'applicabilité contraignante sont captés par le Nord.
Le seul règlement européen sur l'IA en produit 51. Le Sud global en capte 9. Le Sud a adopté le vocabulaire, le Nord a gardé la plume. Et l'index enregistre cet écart comme une vertu alors qu'il décrit un rapport de force. Troisième vérification, la souveraineté cognitive n'est pas qu'une affaire d'idées. Elle a un plancher matériel et un plancher humain. 5% des pays africains protègent juridiquement les travailleurs des plateformes et de la donnée. 2 pays sur tout le continent, l'Égypte et l'Éthiopie. En Europe, ils sont 78%. Ce sont pourtant ces travailleurs qui étiquettent, annotent et modèrent, autrement dit, qui fabriquent la couche cognitive des modèles. Et puis il y a l'énergie. Le Kenya a renoncé à un projet de centre de données géothermique. Motif, l'installation aurait consommé près du tiers de la production électrique du pays. Aucun État n'exerce durablement une souveraineté cognitive s'il ne peut pas alimenter ses propres calculs. Arrivé ici, une objection se lève toujours. Ce concept ne serait qu'un habillage africain d'une idée occidentale. Je vais donc remonter à la racine. Le système divinatoire Yoruba du Fa, qu'on appelle aussi Ifa, code 8 positions binaires. 2 états, 8 positions, ce qui donne 2 puissance 8, soit 256 signes. Ce n'est pas une curiosité folklorique, c'est une structure d'indexation. Un aléa physique produit une adresse, et cette adresse ouvre un corpus oral immense. Des travaux mathématiques la formalisent comme des matrices sur le corps à 2 éléments, formant un groupe abélien. Reste une question historique. Qui a le pouvoir de décréter que le binaire du Fa relevait de la superstition et celui de Leibniz de la science? Et maintenant, j'arrive au cœur de mon travail. Retenez cette phrase. Le signe est une adresse, pas une réponse. Dans l'architecture du Fa, le calcul est rigoureusement séparé de l'acte de décider. Le tirage n'énonce aucun verdict, il produit un code, et ce code ouvre une consultation. La décision naît ensuite de la relation entre le devin, la personne qui consulte, et sa communauté. L'algorithme est structurellement incomplet sans la relation qui l'achève. Regardez ce que fait l'IA décisionnelle aujourd'hui. Le scoring de crédit, le tri automatique de candidature. La sortie du calcul y devient le verdict lui-même. Il n'y a plus de consultation, il n'y a plus de relation, il n'y a plus rien entre le code et la sentence. Une sortie de calcul que la relation n'a pas achevée n'est pas une décision. Un système vieux de plusieurs siècles avait compris cela. Nous sommes en train de le désapprendre. La seconde racine est philosophique. Le modèle occidental classique définit la personne par sa rationalité individuelle. C'est un critère qui a historiquement servi à exclure et qui sert aujourd'hui à traiter la machine en quasi-personne dès qu'elle raisonne bien. La pensée Ubuntu définit la personne par son encastrement dans un tissu de relations. Le nom y fonctionne comme un verbe. L'être est un processus, pas un état figé. La conséquence est très concrète. On n'évalue plus un système sur sa seule performance, mais sur ce qu'il fait aux relations qu'il traverse. Et un garde-fou que je pose fermement, méfiez-vous de l'Ubuntu washing. Une éthique de l'harmonie ne doit jamais servir à recouvrir un rapport de force. Alors que faire ? Je ne propose pas de détruire l'instrument existant. Je propose de lui ajouter une colonne. L'index mondial mesure aujourd'hui 5 choses. L'inclusion, l'éthique, le travail, la confiance et l'usage public de l'IA. J'en propose une 6e, la souveraineté cognitive. Et je ne l'invente pas contre le rapport. Ces 2 avant-propos, signés par le directeur numérique du Programme des Nations Unies pour le développement et par le président d'une grande fondation américaine, réclament que les normes mondiales soient négociées plutôt qu'héritées. Aucun des 38 indicateurs de l'index ne mesure qui négocie. Une dimension qu'on ne peut pas mesurer reste un slogan. Alors voici 7 questions auditables. Combien de critères d'évaluation des IA utilisés chez nous ont été conçus chez nous ?
Participons-nous vraiment à définir les problèmes dans les instances internationales? Nos définitions locales d'une décision juste ont-elles force de critères en santé, en justice? La loi impose-t-elle le déploiement dans nos langues au-delà des déclarations d'intention? Disposons-nous du calcul, de l'énergie et de l'eau pour tenir dans la durée? L'État rend-il compte publiquement des systèmes qu'il emploie? Et la qualification cognitive est-elle inscrite dans nos programmes d'enseignement? 7 indicateurs passent 7 intentions. Chacun se documente, se date et se compare d'une année sur l'autre. Un mot indispensable et je pèse chacun de ces mots. La souveraineté cognitive n'est pas le contrôle de l'État sur le savoir. Les chiffres le rappellent, le score moyen des 39 pays africains évalués est de 25% quand l'Europe est à 54%. Mais l'engagement de la société civile, lui, tombe à 9%. C'est le pilier le plus faible du continent, plus faible encore que l'action publique elle-même. Dans la tradition suwarienne, au XVIe siècle, le savant Muhammad Bagayoko refuse la charge de juge que lui propose l'empereur. L'autorité savante tient sa légitimité de sa distance au pouvoir politique. Un État qui gouverne sans société civile mesurable n'exerce pas une souveraineté cognitive, il exerce une souveraineté d'appareil. Si vous ne devez retenir qu'une chose, retenez une question. Posez-la à tout accord technologique, à tout contrat cloud, à tout mémorandum bilatéral. Cet accord augmente-t-il ou réduit-il notre capacité à produire nos propres catégories? Et je termine par la phrase qui résume tout mon travail. La diversité est un état de corpus, la souveraineté est une fonction de gouvernement. La diversité peut être concédée, la souveraineté cognitive, elle, ne se concède pas, elle s'exerce. Le working paper complet est en accès libre, le lien est en description. Merci de votre attention.